connaît probablement même mieux que moi, mais on va rappeler dans quel contexte et pour essayer de tirer le contexte vers notre infrastructure et expliquer où et comment on se trouve la solution aujourd'hui pour naviguer la problématique actuelle. Et bien entendu, on va faire ça avec intérêt parce que nous pensons que nous avons une infrastructure qui est à la fois brevetée dans la façon dont on sert les réponses aux données, mais aussi très intéressant sur sa capacité de, en temps réel, gérer les relations entre ces trois interlocuteurs qui sont dans un écosystème de l'IA. Et puis à la fin, on va finir par une petite démo que nous avons conçue en utilisant l'infrastructure actuelle. Le démo est basé sur une livre ou une base de données de livres que notre propriétaire a parce qu'il a pris il y a 25 ou 30 ans tous les titres dans le monde qui étaient dans la propriété publique et il a digitalisé tout ça en créant aussi j'ai un peu d'écho là. Oh, merci. Il a digitalisé tous ces livres-là en créant le metadata. Donc, on utilise cette base de données comme on pouvait utiliser une sélection de vos œuvres pour faire la même chose sur un serveur MCP privé, si vous voulez. Donc, voilà ce que nous avons comme objectif aujourd'hui. Et à la fin, on a un appel à l'action, c'est-à-dire de passer du débat à la démonstration via, si vous avez ou vous connaissez des gens qui ont du contenu pour faire un propre serveur MCP privé dans un programme pilote. Donc voilà notre proposition de valeur aujourd'hui. Si ça vous va, on va lancer la présentation, François. Oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, si tu veux faire plein écran, ça serait bien. Hop, on y va. Voilà, donc comme tout le monde constate, est-ce qu'il y a une question, Philippe? Non, non, je disais simplement que l'image est parfaite. Ok, super. Donc, tout le monde le sait, mieux que moi, le contenu déjà alimente l'IA. Et si les contenus sont déjà utilisés par l'IA, c'est le cas aujourd'hui, pas demain. La vraie question n'est plus est-ce que ça va arriver, la vraie question est est-ce que vous serez capable de le prouver si vous voulez challenge le fait que vos données sont en train d'être utilisées. Parce qu'auparavant, le web classique, comme on avait back in the day, comme on dit, de la création de nos services de booking online, le web classique, c'était un signal, c'est le clic sur un site, sur une page, mais l'IA supprime ce signal aujourd'hui. Avant, une page consultée laissait une trace. Aujourd'hui, une réponse générée peut générer une réponse, bien entendu, mais aussi absorber le contenu sans visite, sans log et sans revenu. Bon, en ayant droit de contenu aujourd'hui, la clé pour nous dans notre infrastructure, c'est de donner la capacité de créer des nouveaux produits et continuer à générer du revenu pour l'intellectuelle propriété qui est dans le contenu. Donc, ce qui disparaît, c'est pas la valeur, c'est la visibilité et l'utilisation des données. Prochain, François. Bon, la valeur aujourd'hui, ça circule sans beaucoup de monde. Et probablement, si vous avez des contenus et c'est utilisé, c'est sans vous. Pendant 20 ans, ou plus de 20 ans, les éditeurs ont monétisé l'attention, l'audience, les pages vues, abonnements, référencement. Et tout reposait sur l'idée simple, l'utilisateur venez vers vous pour consulter vos données et puis bah, vous tracez ça, il n'y a pas de problème, je facture l'usage, etc. si je veux. Ce modèle est en train de muter très rapidement. On parle souvent de point d'inflexion. J'adore cette image d'une bascule rapide vers notre modèle. L'utilisateur ne cherche plus simplement une source, il cherche une réponse, il cherche plusieurs réponses, il cherche des consolidations
quelque chose qui est très digeste à l'exploitation, où lui, il peut l'utiliser pour créer de la valeur et vendre quelque chose. Donc, la question pour moi, c'est que savez-vous réellement aujourd'hui de l'usage IA avec vos contenus? Et c'est une question clé, parce que si on sait que c'est utilisé, mais comment, à quelle quantité, à quelle granularité on peut tracer ça? Donc le problème, c'est pas l'IA en soi, l'IA en soi. Le problème, c'est l'opacité de cette interaction qui existe aujourd'hui. Tout est opaque. Donc, et quand l'usage est invisible et vous n'avez pas un moyen d'avoir une infrastructure en place qui gère cet usage, votre position de négociation ou votre position de force vis-à-vis des consommateurs de vos données est très, très faible. Donc, on essaie de changer ça sur le futur. François? Pourquoi rien ne fonctionne? Ben, aujourd'hui, les réponses actuelles existent. Licence globale, robot TXT, clause contractuelle, self-reporting. On a vu tous dans la presse que, bon, je suis LLM, je signe un contrat pour 3 milliards, je vais distribuer ça aux ayants droit par titre, un lump sum, comme on dit en anglais, etc. Nous croyons très fortement que c'est une solution, un échappatoire de l'aisance. Moi, je fais ça parce que c'est plus simple. Et on reste dans une interaction très opaque entre la consommation de vos données et la valeur ajoutée qu'ils ont. Donc, pour nous, cette logique n'est pas bonne. Et elle se pose cette logique que tout le monde joue le jeu. Et on sait que c'est pas le cas. Si c'était le cas, toutes les LLM, ils viendront vers les ayants droit et les propriétaires de propriété intellectuelle pour faire des offres pour consommer de façon équitable avec une granularité et un traçage très, très précis. Donc, auparavant, rappelez-vous que les robots TXT indiquent une préférence, mais ce n'est pas une infrastructure de preuve. Ça donne une tendance, ça navigue les gens. Le self-reporting, par exemple, demande à l'acteur qui consomme de déclarer lui-même ce qu'il consomme. Ce n'est pas de la transparence, c'est une dépendance. Donc, notre infrastructure est là pour aider à ça. Le problème n'est pas seulement juridique, il est technique. Il n'est pas technique sur une transaction, il est technique sur une infrastructure détaillée qui gère en temps réel l'interaction entre la consommation et l'ayant droit. François? Alors, on voit qu'il y avait la rupture entre l'humain et la machine. Tout l'écosystème des éditeurs a été construit par un modèle où un humain lit les choses. Un humain clique, un humain consulte, un humain s'abonne. Mais comme vous savez tous, l'IA ne lit pas comme un humain. Elle extrait, elle résume, elle compare, elle synthèse et réutilise. La consommation devient plus rapide, plus fragmentée, plus massif. Et surtout, elle ne ressemble plus à une page vue ou quelque chose qui peut être tracé très simplement. Donc pour nous, il ne suffit pas de mieux négocier les anciennes licences, il faut les rendre à l'usage IA mesurable et détaillé. Et ce que nous sommes en train de faire avec nos partenaires aujourd'hui, avec notre infrastructure. François? Donc, aujourd'hui, une licence plus seulement de l'IA. Vous avez aussi l'ancien modèle et un nouveau modèle. Un marché fonctionne quand les unités d'échange sont visibles et quantifiables. Dans la musique, on compte les streams. Dans la publicité, on compte les impressions. Dans les paiements, on compte les transactions. Pour le contenu face à l'IA, il manque encore cette unité mesurable. C'est pour ça que nous avons créé notre infrastructure. Et sans preuve, vous n'arrivez pas à la table avec une conviction. Sans preuve, vous arrivez avec une conviction devant les LLM, mais avec preuve et avec les détails, la granularité sur le traçage et le constat des consommations, vous arrivez avec un dossier fort. Et c'est pas la même conversation.
Et nous voulons être la puissance derrière cette relation avec les LLM pour fournir cette granularité et preuve comment et où vos données sont consommées. Et c'est là où intervient, c'est le cœur où intervient notre infrastructure neutre. Donc, je vais passer la main avec François pour expliquer un peu plus en détail comment notre infrastructure fonctionne. Et je reviendrai pour vous donner une introduction pour le démo que nous allons faire par la suite. Merci. OK, donc ici, je pense que c'est important de faire un parallèle et je dirais que l'infrastructure gagne quand elle orchestre les échanges. Et donc, si je prends un parallèle par rapport à Visa, par exemple, Visa ne possède pas l'argent, Visa ne possède pas les commerçants, Visa ne possède pas les banques. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère le flux. Elle orchestre les flux, elle identifie les parties, elle applique les règles et elle enregistre les transactions. Et ça rend le règlement possible. Et donc, c'est ici où je pense que notre infrastructure se positionne. C'est exactement le rôle qu'on doit créer entre les éditeurs, le contenu et les providers d'IA. Citation ne remplace pas les éditeurs, Citation ne devient pas propriétaire des contenus, et Citation crée l'infrastructure qui rend l'usage identifiable, contrôlable et valorisable. Concrètement, cette infrastructure repose sur 3 couches. Donc, je vais vous les présenter. Donc, vous avez la première couche qui est le reveal, qui est la couche qui prépare en fait les contenus. Chaque contenu reçoit une empreinte, des métadonnées structurées et une enveloppe de droit. Et derrière, vous avez la tour de contrôle qu'on appelle le gateway, qui applique les règles en temps réel. Donc, quand l'IA interroge un contenu, le gateway vérifie si c'est autorisé, ce qui est autorisé, à quel niveau et dans quelles conditions. Core, c'est la troisième couche qui produit en fait la preuve. C'est une couche qui va enregistrer chaque événement d'interrogation, l'attribution, et c'est une couche qui est complètement auditable. C'est parce qu'il y a une journalisation complète des événements qui sont infalsifiables. Et donc, en termes d'audit, vous avez une preuve très concrète. Elle produit la preuve. L'objectif n'est pas de bloquer l'IA, évidemment. L'objectif est de transformer une consommation invisible en événement économique. Quand je dis que l'infrastructure n'est pas là pour bloquer l'IA, c'est le cas, mais ce qu'elle fait, c'est qu'ici, elle bloque concrètement les robots de scrapping, parce qu'il n'y a aucune URL scrapable qui possède le contenu. Donc, nativement, le robot qui veut scraper et qui veut passer par cette porte d'entrée qui est le gateway, il est bloqué. Donc, regardons maintenant ce qui se passe quand une simple requête IA touche un contenu. Donc, je dirais que un utilisateur pose une question à un agent IA. L'agent cherche une information fiable. Il interroge un corpus autorisé. Le gateway identifie le contenu concerné. La règle d'usage est appliquée et la réponse est délivrée. Et le corps enregistre l'événement pour pouvoir derrière attribuer et donner une valeur économique à cette interrogation d'un contenu autorisé. Alors, chaque niveau d'usage génère de la valeur. Je pense que là, c'est aussi un aspect extrêmement important de notre proposition de valeur, c'est que la granularité transforme une licence floue en portefeuille d'usage. Une simple notion n'a pas la même valeur qu'un extrait. Un résumé n'a pas la même valeur qu'un accès complet. Une transaction déclenchée par un agent n'a pas la même valeur qu'une citation. Donc, citation permet de distinguer les niveaux, métadonnées, citation, extrait, résumé, accès complet, les transactions. Et chaque niveau peut avoir sa règle.
chaque niveau peut avoir sa valeur économique et chaque niveau peut être mesuré. C'est ce que, et ce qui, je pense que ça, c'est un point extrêmement important de notre proposition de valeur, c'est que cette granularité rend possible un vrai profit and loss ou un compte de résultat du contenu qui est transite par l'IA et par chaque provider d'IA. Et donc, on propose évidemment un dashboard qui est là pour prendre des décisions. Et le dashboard, très concrètement ici, vous permet de mieux négocier. Parce que vous arrivez face à une plateforme d'IA avec des choses extrêmement concrètes. Sur cette période, voici les usages qui ont concerné tel contenu. Voici les niveaux d'usage, voici les volumes, voici les titres concernés. Donc, vous avez une granularité qui permet de pouvoir négocier concrètement la valeur avec le provider d'IA. Et la preuve change la posture. Vous êtes en position de force. Cette logique va devenir encore plus critique avec l'arrivée des agents IA. Et je pense que là, on est sur une vraie mutation. Le vieux web monétisait l'attention, le web argentique monétisera l'usage autorisé. Parce que les agents IA vont pas seulement répondre, ils vont agir, ils vont réserver, ils vont comparer, ils vont savoir faire plusieurs choses et pour agir concrètement, ils auront besoin de sources fiables. Mais pour payer une source, il faut savoir plusieurs choses. Qui possède le contenu, quel droit s'applique, quel usage est autorisé, quel prix correspond, quelles preuves existent. Sans cette infrastructure, le paiement à l'usage reste une idée abstraite. Avec cette infrastructure, ça devient un vrai mécanisme. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une monétisation qui est progressive. On commence par mesurer, on accède à une visibilité des contenus, on identifie les contenus, on mesure les usages, on classe les niveaux de valeur, on prépare la négociation et on active les transactions pour un marché qui est prêt. Donc, quelque part, je pense que c'est important de dire que lorsqu'on propose une solution de pilote, ça doit être progressif, réversible et mesurable. Et c'est ce qu'on va vous proposer dans la démonstration. Vous allez comprendre très concrètement. Floyd, si tu veux, je te laisse faire l'introduction de la démo. Tu as encore un slide? Oui. Voilà. Ça, c'est toujours sympa quand un grand nom de l'IA parle de votre modèle économique. Et ceci était le cas récemment dans un entretien qui a fait Sam Altman avec un journaliste spécialisé. Et ce qui était très intéressant dans les bas, c'est qu'il parlait de ce monde agentique où l'interrogation de l'IA et des données va être tellement fluide et chaotique, si vous voulez, que la traçabilité ne passera plus par un accord global entre ayants droit et les LLM ou le monde entier. Ça sera géré par les microtransactions. Et pour nous, c'était du pain béni, parce que c'est exactement pourquoi on a créé notre infrastructure. Donc, ce que nous proposons dans la démonstration, c'est encore une fois, on a pris une base de données qui est du metadata d'une base de données basée sur les livres, que bien entendu, on est propriétaire de ça, donc on n'a pas fait parce que on n'avait pas d'accord de site pilote avec qui que ce soit ici sur la présentation, mais on a fait une démonstration à partir d'une recherche
sur un titre qui existe et vous démontrer comment on utilise le metadata pour exposer, bien entendu, avec le contrôle complet de propriétaires ou les ayants droit du contenu, comment on expose ce contenu à l'IA quand quelqu'un arrive sur un LLM, que ce soit un LLM privé ou une LLM version publique, pour interroger et avoir une réponse. Voilà. Donc, François, si tu veux lancer le démo. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Très bien. Donc ici, je suis sur ma version de Claude que j'utilise régulièrement, je dirais. Donc c'est une version personnelle. Donc ici, vous voyez, on est vraiment dans l'interface classique de Claude et je vais pouvoir interroger et demander une information qui m'intéresse. Par exemple, je vais lui dire, je souhaite lire le titre White Fang. Alors, j'ai fait exprès de le prendre en anglais pour vous montrer les possibilités de ce qu'on propose. Donc, le LLM fait une recherche par rapport au titre. Et vous voyez là, on est toujours dans l'interface classique, mais vous voyez là, citation ramène une proposition où il a trouvé effectivement du contenu, White Fang de Jack London, avec tel éditeur. Et vous avez une interface qui vous permet de pouvoir faire plusieurs choses. Donc là, vous avez, au travers des métadonnées qui sont partagées et avec l'éditeur, vous avez un rapide aperçu des métadonnées. Donc ici, vous avez sur ce livre la possibilité de voir qu'il y a 383 passages autorisés, il y a tant de mots, il y a tant de pages sur le livre, et vous avez, au travers des métadonnées, la possibilité de pouvoir faire des recherches très rapidement, voir quelles sont les personnes qui sont citées dans le livre, de pouvoir sur un, par exemple, de rentrer en profondeur et de voir qu'il apparaît pour la première fois sur le passage 234 et qu'il y a 54 mentions du livre. Donc, vous avez une possibilité, et là, c'est un dialogue avec les équipes éditoriales qui permet de pouvoir donner un premier aperçu statistique sur le contenu du livre. Je vais revenir alors ici. Donc, je peux interroger mon LLM avec une phrase très classique ou je peux… François, oui. Avant que tu continues, ce qui est important, c'est notre infrastructure. C'est simplement, celui-là, c'est fait sur un livre, une base de données de livres, mais notre infrastructure nous permet de le faire. Par exemple, on est en discussion avec une grande université en Amérique du Nord pour utiliser toutes leurs bases de données scientifiques de recherche pour, dans une relation LLM privée avec un hedge fund à New York, donner un accès contrôlé et monétisé pour consulter toutes leurs bases de données que le hedge fund va digérer avec ses banquiers pour pouvoir faire des investissements basés sur la recherche. Donc, on peut utiliser l'infrastructure comme on veut et le structurer comme on veut. Vas-y, François, excuse-moi. Non, moi, je t'en prie. Donc ici, je peux aller regarder plus en profondeur sur le contenu. Donc, j'ai l'ensemble de la table des matières avec les passages qui sont partagés. Donc, je peux aller regarder, par exemple, la couverture. Ce qui est important quand il va en profondeur sur les données, ce n'est pas une recherche, s'il veut, de ce qu'il veut.
tout ce que vous voyez à l'écran, c'est décidé par l'ayant droit du contenu. Donc, à quelle profondeur on va laisser quelqu'un regarder les informations, combien de textes on va servir avec chaque clic qu'il fait, tout ça est configurable par l'ayant droit sur le contenu. Donc, c'est pas simplement on sert toutes les données du metadata et on laisse les gens regarder dedans. Très important pour nous. Et ici, vous voyez qu'on peut voir la couverture du livre, donc tous les illustrations d'un livre qui peuvent être dans les métadonnées et peuvent être, si vous le souhaitez, transmises directement. Je vais revenir, alors je peux revenir à la table des matières, aller regarder par exemple le chapitre 3 et voir quel type de passage. Et ici, vous avez donc le contenu autorisé. Donc, ça peut être un pourcentage de la tête de chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, j'ai demandé donc une version anglaise. Et comme je suis en France et que j'utilise mon Claude plutôt en français, il sait que donc ici, on me propose directement la traduction en français de l'extrait qui est proposé. Alors ici, ça peut être une traduction qui a été faite par l'éditeur et sur un certain nombre si j'étais par exemple cambodgien, peut-être que vous n'avez pas la traduction en cambodgien, et donc, mais on propose nous la traduction dans la langue de l'utilisateur. Et sur chaque extrait, vous avez un petit résumé qui est exprimé ici. Et donc, si je veux voir le prochain autre passage, voilà, donc là, j'ai l'autre passage qui apparaît. Je peux l'avoir évidemment avec l'édition originale. Et donc ici, on peut naviguer sur l'ensemble des passages du livre qui nous intéressent. Tu peux démontrer les citations parce que c'est important sur le usage scientifique. Oui, et alors ici, donc, en fonction alors ça, tout est paramétrable en fonction de votre corpus, effectivement, sur du corpus d'autorité scientifique, par exemple, vous avez la capacité de pouvoir ici, pour un chercheur, pour un étudiant, de pouvoir copier la citation avec les normes universitaires qui sont proposées dans les différentes normes. Donc, en fonction de votre situation, vous pouvez citer le passage ou le livre dans votre recherche et vous pouvez après pouvoir le télécharger. Si je reviens ici, donc vous avez vu la capacité de pouvoir naviguer dans les citations proposées, les extraits proposés par l'éditeur sur le livre en question. Et vous pouvez aussi faire une recherche pour aller emprunter. Ça a été une demande. Donc, comme on est dans une démarche de co-construction avec un certain nombre de partenaires, d'éditeurs, certains éditeurs nous ont demandé de pouvoir avoir une relation très forte avec le réseau bibliothèque parce qu'ils ont des relations très fortes sur du contenu académique avec des universités, par exemple. Et donc ici, je peux pouvoir pouvoir rechercher où se trouve le livre en question. Alors, bon, là, vous voyez, c'est le défaut de la démo. Bon, là, il me propose des bibliothèques qui sont plutôt aux États-Unis, mais bon, logiquement, il devrait me proposer les bibliothèques qui sont sur Paris. Bon, écoutez, donc ici, si je vais regarder là, ça ouvre un lien et je vais pouvoir partir directement sur la bibliothèque pour pouvoir réserver, donc ici.
On va le laisser se connecter. Évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir acheter le livre. Et donc ici, donc là, on l'a mis avec notre partenaire eCentral. Donc ça va directement sur le site public de eCentral pour pouvoir acheter le livre. Là, vous avez capacité de pouvoir, en fonction de votre stratégie commerciale, de pouvoir mettre le lien qui vous importe le plus. Ça peut être la FNAC, ça peut être, pourquoi pas, Amazon. Donc ici, vous avez la capacité de pouvoir proposer l'achat. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans cette nouvelle approche de la relation sur l'IA. Je pense que ça peut être aussi un canal de distribution pour vous et de pouvoir proposer sans friction la capacité dans l'univers du LLM de pouvoir proposer soit d'emprunter, soit d'acheter le livre. Et pour un certain nombre de contenus, vous pouvez faire une interrogation directement dans le corpus du livre. Donc, vous pouvez poser des questions et ce n'est pas le LLM qui va répondre. Et là, on va travailler uniquement sur le contenu du livre. Le fonctionnalité Ask the Book, donc interroger le livre directement, c'est une manière de traiter le metadata qui est unique à Citation. Nous ne pensons pas qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui permet à quelqu'un qui était servi une réponse d'interroger directement l'œuvre comment l'ayant droit veut le faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté sur Citation et comment on navigue au travers du contenu sur l'exemple de Cro-Blanc? Guillaume, Oui, merci François-Xavier Floyd. Moi, j'ai une question qui est plus générale pour être sûr de bien comprendre. Vous mettez une infrastructure intermédiaire entre l'utilisateur et les éditeurs lors du prompt LLM. J'essaie de refaire le chemin. Je suis sur mon prompt, je pose n'importe quelle question et à un moment, sur un corpus documentaire particulier, Gateway, votre Gateway Citation a été implémenté. Donc, le LLM au moment de l'inférence, se retrouve avec, par rapport au corpus qu'il veut utiliser, un certain nombre de règles qui ont été posées par l'éditeur, qui est, tu peux utiliser pour faire ça, pour faire ci, à tel niveau, pas à tel niveau, et ça coûte tant. Le citation enregistre la transaction, c'est-à-dire que si le LLM, restons sur Claude, génère la réponse au prompt en respectant les conditions qui ont été posées par l'éditeur, donc et traduites par citation. Et en disant, bah, tu peux effectivement générer ta réponse en utilisant telle partie du corpus, à la condition de le citer, à condition de ne pas dépasser 10 lignes, à condition de j'en sais rien, enfin, tout ce qui a pu être fixé par l'éditeur. Et voilà les conditions de la monétisation. Citation enregistre la transaction, la monétisation avec le LLM. Exactement. Et si le LLM, le LLM passe quand même, mais ne paye pas, il peut passer et ne pas payer ou Non. Non, parce que le gateway va gérer la relation entre le LLM et l'ayant droit. Donc, quand le LLM va interroger, notre modèle dit qu'au lieu d'avoir un contrat global pour 3 milliards, que nous traçons chaque interaction, chaque fois que quelque chose est servi de la base de données, à une microtransaction qui a peut-être un coût de 0,00001 centime, par exemple. Mais au moins, vous comptabilisez ça en temps réel.
nous avons et nous pouvons, je sais qu'il nous reste 2 minutes, mais nous pouvons vous démontrer, si ça vous intéresse, le back-end qui est en train de, par exemple, François, quand il a cliqué sur White Fang chapitre 3, par exemple, on peut générer une service, si vous voulez, de données à ce moment-là et attacher une valeur. Donc, peut-être simplement consulter le chapitre 3, c'est 0,00001 centime, mais consulter une synthèse de chapitre 3, alors là, c'est 0,002 centimes. Donc, chaque fois qu'il clique sur les données, on peut générer cette traçabilité sur l'interaction avec la LLM. L'exemple qu'on a aussi, c'est aussi, on peut bloquer la consultation via un LLM simplement à l'abonnement. Donc, on a eu une université au Canada qui nous a dit, écoutez, on veut donner accès à tous nos étudiants à la base scientifique, et si quelqu'un à l'extérieur de notre base d'étudiants veut consulter nos données, on aimerait bien servir mensualité ou un forfait annuel pour que eux, quand ils sont identifiés par votre gateway, on les laisse déguster notre base, notre corpus. C'est clair. Okay, Et donc, on peut imaginer que les éditeurs se saisissent de ce gateway et donc d'un back-office qui leur permet de gérer individuellement sur leur catalogue les droits qu'ils accordent sur leur contenu, ou et, d'ailleurs, c'est pas forcément ou et, enfin, ça peut être ou et, dire, ça peut être aussi un outil de gestion collective. Là, je reprends ma casquette CFC en disant, finalement, je délègue ça à la gestion collective qui va fixer pour les éditeurs les conditions d'usage des contenus. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est qu'il peut y avoir dans les smart contracts une partie de cette rémunération qui vient au CFC, parce que c'est eux qui ont géré ou la mise en place de l'infrastructure. Et les ayants droit de White Fang, bien entendu, il était consulté, donc on peut faire bifurquer la partie de la rémunération directement aux ayants droit. Et on peut être encore plus granulaire, si vous voulez. C'est vraiment la force de cette infrastructure. Donc, de passer un contrat global avec le CFC pour 1 milliard pour consulter les données, je dis, mais si moi, mes données n'étaient jamais consultées et je vais toucher 5 000 € par an pour le contrat, c'est pas juste. Donc, il faut avoir un contrat qui permet vraiment de rémunérer à l'usage. Comme fait aujourd'hui, si vous faites une transaction avec Visa, tout le monde qui a Visa, un terminal chez eux a accès à Visa, ils n'ont pas le droit à la rémunération, seulement s'ils font des transactions. Moi, j'ai une question, Floyd et François-Xavier. Le contenu reste toujours chez l'ayant droit? Oui, le contenu reste chez l'ayant droit dans son infrastructure et on échange juste les métadonnées. On a juste un logiciel qui s'appelle Reveal qui va structurer les métadonnées pour pouvoir envoyer les métadonnées au gateway et que l'IA interroge les métadonnées. Mais le contenu reste chez l'éditeur ou chez le propriétaire du contenu éditorial. Donc, dans la configuration d'un site pilote aujourd'hui, on demande à un éditeur ou quelqu'un avec une base de données, donnez-nous un petit corpus et puis on va, avec Reveal, on va créer le metadata, on va vous créer un serveur MCP privé et vous pouvez faire comme François vient de faire et faire des interrogations et demander, même dans une relation avec les Canadiens, ils ont demandé de changer certaines choses dans la façon dont on sert la réponse avec leur corpus.
Donc, c'est ça notre proposition aujourd'hui. Donnez-nous un petit corpus, un grand corpus, hein, et puis on peut créer ce serveur et vous laisser le droit d'interroger et voir comment votre corpus sera consulté par un agent IA aujourd'hui et comment vous pouvez le contrôler, comment vous pouvez manipuler. Et c'est très important pour moi, étant un homme de commerce, c'est pas contrôler, comment contrôler, mais comment faire levier en exploitant l'infrastructure et l'IA pour générer des revenus, pour tracer des revenus et créer même des produits où vous n'avez pas eu un produit avant. L'exemple que je vous avais donné tout à l'heure de cette université qui vendait ses données aux hedge funds à New York, c'est incroyable parce qu'ils sont capables de créer un produit où le hedge fund va payer un montant pour consulter leur propriété intellectuelle et un étudiant va utiliser le gateway et sera, entre guillemets, facturé autre chose qui est rien parce que c'est dans ses frais de l'université. Donc, cette capacité de gérer la relation commerciale selon le consommateur et selon la profondeur qu'ils vont exploiter et la valeur qu'ils vont extraire de votre propriété, c'est très, très fort. J'ai une question. J'ai une question. C'est, monsieur, je comprends pas très bien comment se fait le lien entre le LLM et votre gateway. En fait, et je le comprends pas en fait. Il n'y a pas de lien entre nous et je caractérise. Il n'y a pas un lien entre nous et le LLM. Il y a un lien entre le LLM et votre contenu. Donc aujourd'hui, votre contenu, s'il est exposé, quelqu'un va poser une question sur un LLM et ils vont chercher votre contenu. On intervient au moment où vous voulez donner le droit de servir votre contenu sur un LLM. D'accord. Et nous sommes comment dirais-je, nous sommes le facilitateur pour vous, avec votre contenu, de dire au LLM, vous voulez utiliser mon contenu, OK, mais voilà les conditions avec lesquelles vous allez les utiliser. Vous passez par là et on gère cette relation entre vous et les LLM. Donc, on ne sollicite pas les LLM aujourd'hui, mais le débat, c'est que j'ai une énorme bibliothèque de livres, où j'ai une énorme base de données de recherche, où j'ai une énorme base de données de musique. Tout le monde est en train de l'interroger aujourd'hui. Comment à la fois les bloquer, mais de façon positive, comment ouvrir l'exposition de ces données et pour que je sois rémunéré. D'accord, mais donc il n'y a pas de modèle économique entre le LLM et le contenu. Tout est entre. D'accord. Pas entre nous et le LLM. Le modèle économique est entre les ayants droit du contenu et les LLM. Comme avec Visa. On n'a pas de restaurant, nous. Mais on est l'infrastructure qui permet, quand le restaurant encaisse quelqu'un, que la transaction se fasse et l'argent va à la banque. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc le travail, il est fait chez l'éditeur. C'est vraiment l'éditeur qui, sur son catalogue, fixe par votre outil, qui est une infrastructure, qui est un back-office, fixe les conditions auxquelles le LLM peut passer quand il décide de taper dans ces contenus-là. Oui. C'est-à-dire que moi, vraiment, ce que je comprends, c'est le LLM à un moment, il a un prompt, à l'inférence, il faut qu'il sorte quelque chose. Il tape dans des contenus, l'éditeur a déployé citation, les conditions dans lesquelles le LLM peut se servir ont été fixées dans le cadre de citation. Et donc, si je passe et que je prends, j'en respecte les conditions, et donc les éléments de transaction sont gérés par citation. Est-ce qu'il y a un risque, alors ça n'aura qu'un temps, mais est-ce qu'il y a un risque que les LLM se heurtant à ces
conditions qui sont en fait une forme de barrage quand même, hein, qui est une forme d'octroi. Il faut passer par Gateway pour pouvoir taper les contenus, privilégie des contenus des contenus qui sont pas ainsi codifiés en fait. Bah, moi, je pense pas, Guillaume, dans le sens où aujourd'hui, sur la partie juridique et les attaques qu'ils ont sur le marché nord-américain, qui n'est pas un marché réglementé, comme vous le savez, aujourd'hui, Sam Altman l'a bien démontré, enfin Floyd l'a bien démontré, ils ont quand même conscience qu'aujourd'hui, ils doivent avoir une architecture qui permette de pouvoir avoir des micro-paiements pour pouvoir et arrêter ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, parce que ça commence à leur coûter extrêmement cher. Et donc aujourd'hui, la justice américaine, la jurisprudence américaine fait que aujourd'hui, que ce soit Anthropic, OpenAI ou les autres acteurs, ont compris que c'était terminé cette ingestion massive et ce piratage massif qui leur ont permis de bâtir leur infrastructure. Et si c'est la LLM qui revient avec sa solution, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre parce que c'est lui qui aura toujours la capacité de gérer l'opacité de la relation. Parce que le ayant droit, c'est pas lui qui va configurer comment ces données vont être servies. Donc nous essayons, et je sais que c'est une grande lutte de notre part, nous essayons de se placer avec les ayants droit de façon neutre pour que la réponse vienne des ayants droit en disant tiens, voilà, si vous voulez mes données, voilà comment vous pouvez les consulter, mais comme la loi dit que vous devrez me rémunérer, ben voilà combien ça va coûter. Après, ça n'empêche pas une négociation entre la LLM et l'ayant droit pour dire, pour une citation, je veux vous payer 1 centime, et l'ayant droit dit, bah, allez, à 1,50, c'est bon. Mais aujourd'hui, si le LLM arrive avec son infrastructure, c'est lui qui va driver la danse. Nous, on veut mettre en face une infrastructure qui dit, bah, négociez les deux, ça nous est égal. Si vous voulez faire, et je reviens sur Sam Altman, chaque fois qu'un agent vient consulter une base de données chez moi, je vais prendre 1 centime. Peut-être avec Claude, c'est 1 centime. Peut-être avec ChatGPT, parce qu'il n'est pas dans une condition, ça va être 1 centime et demi. Mais au moins, vous avez cette capacité de négociation. Aujourd'hui, c'est la même chose avec Visa. Il y a certains restaurants et grands groupes qui paient 0,75, il y en a d'autres qui paient 2% et demi. OK, mais si cette infrastructure n'existait pas, et si les banques affligeaient les gens en disant vous allez payer tant, bah, c'est pas la même discussion. Alors ça me conduit à ma dernière question. Le modèle économique, votre modèle économique, si je continue sur votre lancée, c'est le même que Oui, celui de Visa. exactement. On va, Ah, et tout ça, c'est entre guillemets négociable. On veut servir l'infrastructure, couvrir bien entendu notre coût, et puis prendre une microtransaction d'un microtransaction. Voilà. Et aujourd'hui, notre modèle économique pour vous présente aujourd'hui, c'est gratuité pour faire un pilote, pour mettre une partie d'un corpus que vous souhaitez avec Reveal pour générer les metadata, vous laissez un serveur pour l'interroger, voir comment on fonctionne, etc., comment on le sert aux LLM, et jouer avec, sans engagement, sans frais de votre part, vous nous mettez en contact avec les gens avec le corpus. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas des métadonnées structurées, on s'engage, On le nous, à fait. faire la traduction de vos PDF ou des choses de cette nature pour pouvoir le traduire en métadonnées structurées et pouvoir faire une révélation avec notre Et François, tu as raison de le dire, et on n'a pas touché à ça, mais il y a certaines de nos corpus qu'on traite, c'est simplement les PDF que notre technologie va prendre et va créer du metadata à partir du PDF pour servir
des réponses au LLM basées sur une PDF qui est peut-être stockée à l'Université de Toronto dans un tiroir parce qu'il s'agit d'une étude qui a été faite en 1923. Il y a une question de Anne-Marie Liebman. Oui, bonjour. Je suis Anne-Marie Liebman, je suis directrice des publications Base et NetSource de la société Base Publications qui, en fait, sont consacrées à la veille, à l'IA, etc. Je pense qu'effectivement, c'est votre démarche de valorisation du contenu est extrêmement intéressante parce que c'est déjà une approche extrêmement constructive par rapport à la valorisation des contenus et je dirais que c'est une excellente position, un très bon positionnement. Pour moi, la question centrale, c'est vraiment la relation avec le LLM. C'est vrai que il y a plusieurs modèles actuellement, hein. Vous avez Cloudflare, vous avez le RSL qui commence à devenir un petit peu des normes, hein, enfin, qui sont plus puissantes que, par exemple, le robot TXT. C'est vrai que je suis toujours, je n'arrive pas à comprendre quelle est la relation qu'on peut développer en tant qu'éditeur avec des LLM. Pour moi, ça reste vraiment le point le plus délicat et je ne sais pas comment les lois actuelles, comment les initiatives, hein, etc., vont amener finalement, vont nous aider ou pas, parce que finalement, on a des interlocuteurs qui ont tout construit, enfin construit tout leur business model sur un pillage des données mondiales, et arriver à faire en sorte que ces gens-là négocient, acceptent le moindre coût, c'est vraiment ça que je n'arrive pas à voir. Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment on va pouvoir passer à cette valorisation. Alors, effectivement, vous disiez, quand Altman dit, quand un agent vient chez moi, voilà, je vais... alors, entre eux, il n'y a aucun problème, mais alors par rapport aux éditeurs, je n'arrive pas à comprendre quel est le déclic qui va faire qu'on va devenir enfin des données à valoriser dans ce pillage global qui est leur business model. Le remarque d'Altman était fait vis-à-vis des ayants droit, pas autre chose, hein. Donc lui, il se rend compte, il sait aujourd'hui, surtout avec les procès qui sont en cours, avec la législation en Europe, etc., que, bon, ils ont pillé, comme vous avez dit, et j'adore ce mot en français, mais ils ont bien pillé jusqu'ici. Et puis, notre objectif, c'est de se mettre avec les regroupements des ayants droit le plus vite possible pour se dire, maintenant, c'est fini. Et dès que je pense qu'on va arriver à un autre point d'inflexion avec la législation, ça va prendre du temps, hein, et ils vont continuer à piller entre-temps. Mais si on peut arriver avec certains regroupements des ayants droit de se dire, façon très publique et très fortement, nous avons mis en place une infrastructure, et vous pouvez même l'appeler l'infrastructure que vous voulez, hein, qui nous donne droit à gérer cette relation. Nous voudrions, comme dit la loi, comme dit le résultat de tous ces procès résolus jusqu'à nos jours, d'avoir une discussion avec eux. Bah, on va provoquer à un moment donné un oui ou un non. Et je pense, vas-y François. Oui, après, je pense aussi ça viendra aussi des utilisateurs, hein, parce qu'aujourd'hui, l'utilisateur qui reçoit une réponse sans fondement, sans citation claire du corpus sur lequel se fonde la réponse, je peux vous dire que moi, j'ai fait donner des cours à l'ESSEC et vous avez des étudiants qui se posent vraiment des questions et qui sont très attentifs à la typologie de la réponse en se disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est halluciné, etc. Donc Bien aussi, sûr. je pense que le fait d'avoir dans la réponse l'affichage de la source permet de sécuriser les utilisateurs et cette vérité et cette transparence, les LLM la demandent aujourd'hui aussi. Parce que comme on avait dit au début, on sert l'utilisateur, le LLM et l'ayant droit.
Alors, Oui, c'est très bien. je pense que l'utilisateur, Tout à comme dit fait. François, va devenir une force de dire, mais attendez, je ne peux pas me permettre de me planter dans mon analyse et dans le contenu que je vais utiliser pour cette analyse. On est Bien, d'accord. mais écoutez, Je pense que on c'est arrive un très bon positionnement. au terme de cette session. C'est un message d'avenir qu'on vient de délivrer. Un grand merci, Floyd et François-Xavier, pour cette présentation. Je crois qu'il y aurait matière à creuser encore un petit peu plus les aspects techniques. On va relayer, bien évidemment. Et j'espère que cette proposition va être testée largement, parce il faut que ça se répande, et que ces solutions se développent. C'est impératif. Merci Merci, beaucoup merci. Merci à et à vous. très Bonne journée. bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir à tous.